Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, la seule émission de radio qui donne la parole aux porteurs de projets, de solutions environnementales et qui traite surtout de l'écologie de façon plutôt positive et optimiste. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs du changement. J'ai nommé Céline Stein, présidente directrice générale d'Octopus Énergie France, qui souhaite accélérer l'électrification avec pragmatisme et responsabilité. Et puis nous avons également Jacques Trottier, qui lui est CEO de Laberry Fine Foods. Et nous allons commencer avec Céline. Je vais lui donner la parole. Bonjour Céline. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous êtes la nouvelle présidente donc d'Octopus Énergie France et vous avez pour ambition d'atteindre le 1 million de clients d'ici à 2027 et devenir ainsi le fer de lance français de l'électrotech. Alors, il y a quelques semaines, on s'en rappellera, le Premier ministre annonçait la mise en place d'un grand plan dédié à une électrification beaucoup plus rapide et plus efficace de notre économie, en réponse notamment à la forte hausse des prix des énergies, énergies fossiles bien sûr, importées, dues au conflit au Moyen-Orient. Ce plan d'électrification est vraisemblablement une bonne nouvelle pour Octopus Énergie France, qui a fait de l'électrotech son cheval de bataille prioritaire. Pensez-vous qu'un plan très ambitieux est réellement une priorité pour la France ? Oui. C'est vraiment une bonne chose que le gouvernement, plutôt que d'essayer de réduire dans le court terme les prix du gaz et du pétrole, pour qu'on se retrouve de nouveau à la prochaine crise, parce qu'il y en a toujours une prochaine malheureusement, de nouveau dépendant de ces prix qui vont augmenter, essaye de sortir les foyers français de cette dépendance au gaz et au pétrole. Et c'est vraiment ça qui est important pour protéger les Français, pour protéger le pouvoir d'achat, c'est de sortir de cette dépendance au gaz et au pétrole qui ne sont pas sourcés, on le sait tous, en France. Et donc, quand il y aura des problèmes géopolitiques, on aura toujours cette dépendance qui existera. Il faut en sortir en électrifiant un maximum les usages. Alors, j'ai vu que vous évoquiez la notion de flexibilité, mais de quoi parle-t-on exactement ? Alors en fait, ça c'est vraiment important et ça fait pas partie. C'est un peu le bémol du plan d'électrification du gouvernement. C'est très bien d'avoir annoncé un plan d'électrification, c'était vraiment dans ce sens-là qu'il fallait aller. Et si on met plus d'électrification et plus de production d'énergie renouvelable sur le réseau, on peut vraiment sortir d'une dépendance au pétrole, au gaz, aux énergies qui ne viennent pas de France et donc aux problèmes géopolitiques. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut mettre en place de la flexibilité ou du pilotage. On peut dire pilotage, c'est peut-être un terme un peu moins barbare, pour bien que les consommations de tous ces appareils électriques qu'on va avoir, que ce soit nos véhicules électriques, nos voitures électriques, que ce soit nos pompes à chaleur qui vont remplacer nos chaudières à gaz, ou que ce soit même en installant des panneaux solaires sur son toit, en mettant des batteries, que tout ça se soit piloté pour que la consommation de ces équipements soit automatiquement faite au même moment, au moment où on a beaucoup d'abondance d'énergie renouvelable sur le réseau. Par exemple l'été, ou en ce moment, on n'est même pas encore en été, on le voit dehors, mais en plein milieu de la journée, il y a tellement d'énergie sur les réseaux qu'on ne sait plus quoi en faire. Et c'est là qu'il faut lancer la recharge de son véhicule électrique, lancer sa pompe à chaleur, etc. Mais quels seraient les risques finalement si cette flexibilité n'était pas mise en place ? Si on ne la met pas en place et qu'on continue à accélérer l'électrification des usages, on va devoir non seulement construire de plus en plus de centrales de production, d'énergie renouvelable, nucléaire ou gaz et charbon. Et en plus, on va devoir aussi construire beaucoup plus de réseaux pour pouvoir bien faire circuler cette énergie en France, que ce soit des réseaux haute tension ou basse tension. Alors que si chacun peut produire son énergie localement, la consommer au bon moment, et que tout soit fait automatiquement pour que le consommateur n'ait rien à faire, parce que le foyer français, le client, il a autre chose à faire que de retourner chez lui alors qu'il est au travail pour aller lancer sa pompe à chaleur ou son ballon d'eau chaude, etc. Donc si on peut faire tout ça automatiquement pour tout le monde, on peut éviter de construire énormément de réseaux électriques et énormément de centrales pour pouvoir couvrir ces périodes de pointe. Donc c'est indispensable parce que sinon les factures des Français vont continuer d'augmenter. Mais quel type d'équipements sont concernés par le pilotage intelligent dont vous parliez ? Mais par exemple, quelque chose de très simple aujourd'hui, on pilote nous les ballons d'eau chaude de nos clients.
Donc si les clients l'acceptent, ils ne sont pas obligés d'accepter, on leur donne une rente et leur ballon d'eau chaude est piloté au meilleur moment de la journée par rapport à ce qu'il y a comme énergie sur le réseau. Ça veut dire qu'on garantit les douches chaudes, parce que comme vous l'avez dit... Oui, c'était la question que j'allais poser. Non, mais vous aimez bien l'écologie optimiste, et l'écologie optimiste, elle passe par le droit d'avoir une douche chaude et pas froide le soir quand on rentre chez soi. Merci beaucoup. Et donc, c'est ça, on assure que les bains, les douches, etc. restent chaudes, mais par contre, c'est nous qui allons lancer le moment où le ballon d'eau chaude sera allumé, ce qui permet, par exemple, vraiment d'utiliser cette énergie qu'on a en abondance au milieu de la journée l'été, au milieu de la nuit l'hiver avec l'éolien. Alors, le stockage de l'électricité chez Octopus Énergie France, est-ce que c'est essentiel aujourd'hui ? Nous, ce qu'on fait, par exemple, si on installe un panneau solaire chez un client particulier, on va toujours l'installer avec une batterie. Ça n'a pas de sens pour un client d'installer un panneau solaire et justement au milieu de sa journée, probablement il ne sera pas là. Et c'est là que le panneau solaire va amener plein d'électricité dans sa maison et de ne pas avoir une batterie pour justement pouvoir utiliser cette électricité qu'il a produite lui-même au moment où il en a besoin, souvent à 19h le soir quand il lance le four, Sud Radio et d'autres appareils. Ça consomme, oui. Oui, ça consomme Sud Radio. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'instaurer une norme commune pour les véhicules, notamment les véhicules électriques et les bornes de recharge ? Alors, c'est vraiment important, c'est ce qu'on a dit, d'arriver à piloter les véhicules le pilotage, au bon moment. Oui. Et pour pouvoir piloter, l'idéal, ce serait que tout le monde ait la même norme, le même système, les mêmes normes de bornes. Là, chaque fois qu'un constructeur sort un nouveau véhicule électrique, même si c'est un constructeur où on pilote déjà certaines de ses voitures, on va devoir tout redévelopper en interne. C'est un peu dommage parce que ça fait perdre du temps sur l'électrification et sur cette indépendance des énergies fossiles. Alors, j'ai vu que vous aviez des offres d'énergie intelligentes, mais comment peuvent-elles concrètement améliorer le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui ? On l'a dit, nous, on est comme vous, vraiment sur l'écologie positive. Qu'est-ce qui peut amener du bien pour la planète, mais surtout pour le pouvoir d'achat de nos clients ? Et ça, on le fait de deux manières. Soit on va encourager nos clients par des jeux, par de la rémunération, etc., à déplacer eux-mêmes leur consommation au bon moment. Soit on va le faire pour eux. Et pour eux, on va les rémunérer. On va faire des offres beaucoup moins chères parce qu'on pilote leur recharge de véhicules électriques, par exemple. Par exemple, si vous avez une voiture électrique aujourd'hui, pour 45 € par mois, c'est un forfait. Si vous nous laissez piloter votre véhicule, vous pouvez le recharger autant que vous voulez. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour le client. Et puis, ça réduit évidemment sa facture. Alors, quand vous donnez plus de pouvoir aux consommateurs, cela suppose un accès à leurs données, j'imagine. Comment conciliez-vous cela avec les enjeux de confidentialité aujourd'hui ? Oui, c'est important et c'est aussi une des résistances qu'on a eues face aux gens qui ne voulaient pas de Linky chez eux. C'était aussi ne pas se sentir espionné, ce qu'on comprend tout à fait. Nous, évidemment, là, on a déjà 750 000 clients, donc quand on regarde la donnée, on la regarde en masse. On ne va jamais regarder la donnée précise d'un client. Et c'est vrai que pour qu'un client puisse vraiment savoir ce qu'il va payer en électricité, pour que nous, on puisse piloter son ballon d'eau chaude au bon moment, etc., on va avoir besoin d'accès à ces données. Mais évidemment, on respecte la RGPD, on respecte toutes les lois et les réglementations en vigueur qui protègent très bien les consommateurs en France pour s'assurer que tout ce qu'on fait, c'est piloter pour avoir l'énergie au bon moment. C'est tout. Alors, vous avez également lancé une initiative qui est assez unique en France et qui pourrait faire économiser en moyenne 1 850 € par an à un foyer français type. Votre ambition de rendre l'énergie plus abordable grâce à l'innovation et aux énergies renouvelables est une véritable révolution, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Le futur de l'énergie, c'est de plus payer de factures. C'est ça le vrai futur de l'électricité en France pour les foyers français. Il faut qu'ils arrivent à ne plus avoir à payer de facture. Là, on a déjà 2 maisons sans facture qui sont sorties cette année. L'année prochaine, on en aura 50 qui vont sortir. Et c'est des maisons sans facture où pendant 10 ans, on garantit que les clients n'auront pas à payer une facture d'énergie. Et c'est ça le futur de l'énergie, c'est justement ne plus avoir à s'occuper de payer des factures d'énergie. Eh bien, je pense que le message est passé, même très bien passé. Merci infiniment, chère Céline Stein, présidente directrice générale d'Octopus Énergie France, qui souhaite accélérer l'électrification avec pragmatisme et responsabilité. Nous allons faire une courte pause et nous retrouver dans un instant sur Sud Radio, bien entendu, avec nos 2 invités et bien sûr avec Thibaut, notre French Trotter national, qui aujourd'hui a décidé de prendre de la hauteur, gonflé comme jamais. À tout de suite sur Sud Radio.
Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, vous êtes toujours sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain, toujours en compagnie de nos deux invités et bien sûr de Thibaut, le fameux French Trotter qui cette semaine a choisi de prendre de la hauteur, comme je le disais tout à l'heure, pour nous parler de la qualité de l'air à Paris. Il s'est empressé d'aller vers le ballon Generali, ce géant gonflé à l'hélium que les Parisiens connaissent bien et qui est aussi un véritable laboratoire, n'est-ce pas Thibaut ? Alors, je rejoins la base de départ de ce ballon Generali au cœur du parc André Citroën. Et je suis avec Jérôme Giacomoni qui est président d'Aérophile. Alors Aérophile, qu'est-ce que c'est ? Donc Aérophile, c'est une société que j'ai créée avec Mathieu Gobi il y a plus de 30 ans et dont l'objectif est de permettre à tous de faire un vol en ballon pour pas cher. Donc au départ, c'est une attraction touristique. Ce sont des grands ballons remplis d'un gaz plus léger que l'air qui s'appelle l'hélium, qui sont reliés au sol par un câble avec un treuil. Et le treuil se déroule lentement en montant, en freinant, parce que le ballon il tire, il est rempli d'hélium, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Et après, on tire pour descendre. Donc on est le seul aéronef électrique homologué pour le grand public. Alors ce ballon, si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que c'est pas seulement une attraction touristique, c'est aussi une vigie, c'est un outil qui permet de récolter des données précieuses, à la fois sur l'environnement et sur la santé humaine. C'est devenu un observatoire atmosphérique à partir de 2013, lorsque l'assureur Generali nous a demandé d'étudier l'atmosphère et que le CNRS a proposé d'amener des instruments de mesure. Donc à partir de 2013, on a commencé à mesurer la qualité de l'air, les particules fines, l'ozone, et depuis 2024, c'est devenu un laboratoire climatique, ça s'appelle le Climate Lab, puisqu'on mesure également les gaz à effet de serre avec un autre laboratoire du CNRS, ça s'appelle le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, pour mesurer le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, puisque la vapeur d'eau, n'oublions pas, est très important dans le cycle de l'eau et notamment dans le problème de réchauffement climatique. Alors à quoi servent ces données ? Alors ces données sont analysées. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la plupart des instruments qui sont statiques, qui mesurent finalement un seul point, le ballon il monte de 0 jusqu'à 150 mètres avec le public et parfois jusqu'à 300 mètres pour les vols scientifiques. Donc avec ces données-là, on fait une sorte de carotte de l'air. On a une ligne de résultats de 0 à 300 mètres et c'est dans cette basse couche de l'atmosphère qu'ont lieu énormément de réactions chimiques, la plupart des réactions chimiques qui vont impacter et la santé humaine et le réchauffement climatique. Voilà, on se rapproche du ballon, on va bientôt embarquer. Vous allez monter dans le ballon, l'aérostat qui a emmené le plus de monde au monde, puisqu'on a fait voler plus de 2 millions de personnes à bord de cette nacelle depuis 1999. Tenez, venez, montez par ici, voilà, montez à bord de la nacelle. Ça y est, on monte dans la nacelle, qui peut contenir, on m'avait dit, combien ? Jusqu'à 30 passagers. Voilà, donc on va faire un petit vol à 150 mètres avec Franck, le pilote. Franck, est-ce que les conditions sont réunies ? Toutes les conditions sont réunies, effectivement. Le vent est très calme aujourd'hui, la vue parfaitement dégagée. L'expérience devrait être très agréable. Alors c'est parti. On va vous demander de vous tenir pour le décollage. Voilà, le treuil libère le câble. Attention. Et voilà, nous sommes libres. Donc nous allons monter jusqu'à 150 mètres d'altitude à la vitesse d'1 mètre seconde. Et vous allez voler dans un aéronef électrique en n'ayant aucune création, pratiquement aucune création de gaz carbonique et donc de CO2. Voilà, on commence à dominer la Seine. On aperçoit la forêt de Meudon, les tours de la Défense, les Invalides, la tour Montparnasse, la tour Eiffel bien sûr. Alors on voit quand même la pollution aujourd'hui. Vous voyez cette petite lumière orangée, c'est le signe qu'il y a une pollution de l'air aux oxydes d'azote. Et c'est les oxydes d'azote avec les UV qui vont se décomposer et qui vont faire l'ozone, qui est un gaz irritant. La suite de cette balade dans les airs dès la semaine prochaine avec vous, Thibaut. Et en attendant, à la même heure, Thibaut, vous le retrouverez sur Sud Radio, bien entendu, La Planète Demain, pour un nouveau reportage en immersion. Eh bien, nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio pour le moment, avec l'émission La Planète Demain qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Trottier, qui est CEO de Labéry Fine Foods. Bonjour Jacques.
Alors, le groupe Labeyrie, Labeyrie Fine Foods, fondé en 1946 dans le sud-ouest par Robert Labeyrie, est aujourd'hui un leader européen engagé dans une consommation beaucoup plus responsable et dans le développement durable. Il associe produits de haute qualité et de responsabilité à travers plusieurs marques. Quelle est votre vision de la responsabilité en tant que patron d'une ETI française de premier plan ? La responsabilité occupe, nous, un rôle vraiment central. C'est le socle de notre stratégie. C'est vrai que vous avez rappelé les origines du groupe. Il y a 80 ans, une société qui était une micro-entreprise à l'époque, créée par Robert Labeyrie. Au départ, c'était avant tout du plaisir, on va dire. C'était le saumon, le foie gras, etc. Donc c'était vraiment tourné autour du plaisir. Et puis, c'est vrai que l'histoire s'est un peu accélérée et on a grandi avec la responsabilité parce que le consommateur, maintenant, sur nos produits, il a envie d'avoir effectivement ce contrat de base qui est le contrat de plaisir, mais il a aussi envie que ces produits-là soient faits avec des filières qui soient respectueuses, des emballages qui le sont aussi. Et donc, c'est une vraie responsabilité pour nous. Et j'ai envie de dire, si on arrive à bien appréhender ce sujet-là et à bien l'adresser, c'est aussi un énorme facteur de compétitivité. Et le plaisir alimentaire, est-ce qu'il est encore un moteur dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs, notamment à l'impact de ce qu'ils mangent ? Oui, les deux, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Quand on fait des études consommateurs, le plaisir sur l'alimentation, on reste français, hein, reste on va dire la tendance numéro 1 toujours, et c'est très bien parce que la consommation, elle doit être effectivement basée sur la notion de plaisir, de diversité, mais on est obligé maintenant d'y associer cette responsabilité parce que le consommateur n'est plus insouciant, on va dire, sur les produits qu'il consomme. Il a envie d'avoir une vraie histoire derrière, de comprendre un peu comment les filières sont organisées et de comprendre un peu quelle est l'empreinte, on va dire, carbone d'acteurs comme les nôtres. Et nous savons que sur le papier, nous pouvons avoir une empreinte carbone qui est relativement forte, l'industrie agroalimentaire. Donc on travaille dessus et maintenant il faut le faire savoir aux consommateurs. Alors les consommateurs regardent aussi les prix et le modèle responsable. Est-ce qu'il est compatible avec le pouvoir d'achat ? Mais il peut l'être. C'est pour ça que de la même façon, je n'irai pas opposer les plaisirs et la responsabilité. Je n'irai pas opposer non plus la responsabilité et les sujets d'inflation ou de pouvoir d'achat. Quand on fait par exemple avec le label Agriéthique, quand on décide d'élever en France du pois chiche pour faire notre mousse, on donne une visibilité à les agriculteurs sur 2, 3, 4 ans de volume, de prix, parce qu'on s'engage sur la rémunération du producteur. Et ça construit une relation économique qui est durable, donc qui peut être rentable pour les parties et qui peut être économiquement accessible pour les consommateurs. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. C'est justement en structurant les filières qu'on arrive à faire des choses dans le long terme, avec nos producteurs, avec les distributeurs, avec le consommateur. Et si on arrive à raconter cette histoire et en faire une histoire qui soit solide dans la durée, à ce moment-là, on arrive à allier, on va dire, à réconcilier l'économique et le responsable. Et concrètement, comment le consommateur peut-il retrouver vos engagements ? Alors, je dis pas qu'on n'a pas encore du travail à faire là-dessus, parce qu'on a des labels, on a tout un discours de marque sur nos packaging. On a effectivement un certain nombre de revendications claires, sérieuses. Il faut qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient robustes. Vous savez, les consommateurs, ils challengent de plus en plus. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre un petit label, une petite connotation positive, responsable sur vos packaging. Si derrière ça, il y a rien, vous allez être doublement sanctionné. Encore plus que si vous n'aviez rien mis sur votre packaging. Donc, il faut avoir des engagements qui sont forts, communiquer là-dessus. Il y a aussi les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer sur ce type de sujet. Et puis, on fait aussi les fois de temps en temps sur des spots TV qu'on peut mettre en œuvre, d'avoir un atout, on va dire une revendication de responsabilité pour permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Alors, vous êtes fortement également impliqué dans le commerce équitable français. Mais comment imaginez-vous l'agriculture de demain ? Je pense que l'agriculture, si on veut une vraie agriculture en France qui soit une agriculture d'avenir, il faut qu'on ait véritablement tous les acteurs de la filière. Alors bien évidemment les agriculteurs, mais aussi nous, transformateurs, les distributeurs et les consommateurs, qui agissent de concert pour faire en sorte qu'on arrive à construire des filières qui soient solides. Je parlais des distributeurs. C'est vrai que faire ces produits-là avec des filières vertueuses, on le fait pour le consommateur, mais on a besoin absolument des distributeurs pour préférer nos offres. Lorsque je vous parlais du houmous qui est fait avec du pois chiche français, je pourrais vous parler aussi des blinis qui sont faits avec du blé français, toujours avec le logo Agriéthique, de nos canards qui a été la première filière canard labellisée Agriéthique pour une juste rémunération des producteurs, pour le bien-être animal, pour l'impact environnemental. Tous ces sujets-là, il faut que l'ensemble du couple, producteurs,
transformateurs, distributeurs et consommateurs agissent de concert pour qu'on construise des choses qui soient solides et durables. Et si vous aviez un message en quelques mots à adresser aux agriculteurs, aux distributeurs et aux consommateurs, lequel serait-il ? De nous réunir pour faire ça. J'ai oublié un acteur quelque part, c'est le personnel politique, parce que je pense que là où le législateur peut nous aider, c'est de faire en sorte qu'on arrive à remettre le calendrier, on va dire, des champs et le calendrier des investissements dans nos usines, dans nos entreprises, avec le même calendrier que les négociations qui sont annuelles. Et les négociations annuelles ne correspondent plus à un calendrier qui est un calendrier de construction de filières dans le long terme. On a besoin maintenant d'avoir des contrats sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ce que l'on fait avec nos producteurs, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire avec les distributeurs. Et en conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de l'engagement de la Berry Fine Foods ? Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que nos marques, la Berry, Delpierre, Blini, Atelier Blini, soient des marques qui pour elles soient synonymes d'énormes plaisirs, parce que je ne veux pas l'oublier, vous avez beaucoup parlé d'économie d'écologie positive et d'écologie vertueuse et pas punitive. Et bien pour nous c'est pareil, c'est le plaisir, c'est le contrat numéro 1. Mais j'aimerais qu'ils retiennent aussi que tous ces produits-là sont faits avec beaucoup de virtuosité, on va dire, et beaucoup de respect pour nos filières, beaucoup de respect pour les agriculteurs et beaucoup de respect pour les consommateurs, parce qu'on leur doit une communication transparente sur nos produits. Merci infiniment, cher Jacques Trottier, CEO de la Berry Fine Foods. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche avant de céder le micro à Alain Marty pour une émission à consommer sans modération. J'ai noté in vino. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h35 pour la Minute Planète. Et bien sûr, dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de votre émission préférée, La Planète Demain. Prenez soin de vous, de vos proches et bien entendu de la planète. À très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.